Nous allons vous présenter un atelier intitulé Numérique, quel horizon pour les partenariats R&D, avec donc deux parties. La première partie donc sur l'usage du numérique dans les SHS. Nous avons tout d'abord Philippe Roy ici présent, qui est donc délégué adjoint en charge des projets chez Cap Digital. Et puis nous avons monsieur Charles Tijus, qui est professeur à l'Université Paris 8 en psychologie et qui est notamment directeur du laboratoire Charte et dont peut-être vous allez tous les deux nous dire un mot. Peut-être on peut commencer en disant que vous défendez que l'entreprise comme savoir-faire économique et industriel et le laboratoire comme savoir et savoir-faire scientifique et technique ont tout intérêt à s'associer pour de l'innovation et notamment pour l'innovation dans le numérique, puisque là c'est notre propos notamment dans cette première partie, et ont tout intérêt à accompagner ensemble des startups et des entreprises universitaires juniors dans lesquelles l'entreprise et le laboratoire vont trouver un intérêt, une espèce de gagnant-gagnant. Donc l'entreprise va pouvoir investir des fonds, le laboratoire va pouvoir investir des recherches qui seront donc nécessaires au développement des techniques. Et donc aujourd'hui, l'idée est que vous nous parliez un petit peu de ce modèle-là. Et il me semble que vous avez retenu trois types de scénarios, trois cas en quelque sorte, donc de co-création ou d'accompagnement de start-up. Et peut-être vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît. J'y vais donc, oui. Je pense que depuis quelques années, là, on vit une aventure fantastique de partenariat université-entreprise, de développement de recherche et développement, surtout autour des pôles de compétitivité. Je pense que c'est depuis qu'on a ces pôles de compétitivité qu'on a vraiment des actions de recherche communes entre des entreprises et des laboratoires de recherche. J'ai une longue expérience de laboratoire. Les types de contrats de recherche que nous avions avec des entreprises qui étaient souvent de gré à gré, avec France Télécom, des choses comme ça. Enfin bon, c'était vraiment des petits montants. On n'avait pas les moyens de faire de la vraie recherche et développement. Et depuis l'avènement des pôles de compétitivité, on a vraiment l'opportunité là de développer des recherches communes et puis d'avoir ce gagnant-gagnant. Puis surtout d'avoir nos jeunes doctorants qui, sans cette aventure des pôles de compétitivité, ne seraient pas en train de monter des startups à l'heure actuelle. Et dans mon laboratoire, on a 3 startups qui sont déjà développées. Et toutes les 3, c'était sur des projets FUI, développés dans le cadre des pôles de compétitivité. Voilà, donc ça donne déjà une sorte de cadre. Je vais peut-être donner la parole maintenant à Philippe Roy pour dire le versant du côté du pôle de compétitivité, comment ça aide à cette synergie université-entreprise. Merci Charles. Donc, je m'occupe des projets au sein du pôle de compétitivité Cap Digital. Alors, pour vous donner une idée des chiffres, depuis le début du pôle, nous avons reçu plus de 1700 projets, dont 850 ont été labellisés et près de 500 financés. Dans ces 500 financés, je pense que plus de 300 sont des projets partenariaux et particulièrement partenariaux entre des laboratoires et des entreprises. Et je pense qu'en effet, un des plus grands succès du pôle, c'est qu'aujourd'hui, quand une entreprise appelle un laboratoire, on lui répond. Et pareil, quand un laboratoire appelle une entreprise, on lui répond aussi. Et ça, c'est bien. Maintenant, ça se fait automatiquement sans que j'intervienne. Au début, il fallait que j'intervienne. Et au début, mon rôle, j'avais compris que, en vérité, j'étais une vieille marieuse de village et en charge principalement de marier des laboratoires et des entreprises.
Parmi les projets qu'on a, on a un certain nombre avec le laboratoire Chartres et Chartigus, et on les croise un peu partout, puisque sur le chemin entre l'escalator et ici, je suis tombé sur Bouygues Construction, qui a un superbe projet avec des startups du pôle et qui aide à pousser les technologies de ces startups comme art graphique et patrimoine. Et puis un laboratoire, même plusieurs laboratoires, mais en tout cas le laboratoire des usages Chartres, qui va être là pour aider à bien définir des interfaces compréhensibles pour les utilisateurs, adaptées à tous les usages qu'il va y avoir dans la salle immersive pour le bâtiment que Bouygues Construction est en train de construire. Alors certains de ces projets vont plutôt se traduire en fin de compte par le fait que les PME à l'intérieur du projet vont améliorer leurs produits et augmenter leur chiffre d'affaires. Et d'autres se traduisent en effet par des nouvelles créations de start-up. Et depuis la création du pôle, plusieurs dizaines de start-up ont été créées dans l'ensemble des projets du pôle. J'ai oublié de dire que si vous vouliez intervenir y compris pendant la présentation et pas forcément à la fin, au moment des traditionnelles questions. Alors, je ne sais pas si on reprend peut-être ces 3 grands types de scénarios ou finalement, pour résumer, hein, dans le premier type, c'est le laboratoire finalement est l'initiateur en fait. Et puis peut-être on peut développer ça si vous voulez. Oui, parmi nos belles histoires de laboratoire, sur un fond qui est pourquoi en tant que chercheur on est intéressé à collaborer avec des entreprises. Je pense que ça donne une certaine concrétude en fait à nos théories, à nos hypothèses. C'est une manière de les rendre réelles. Un des tout premiers, donc une des belles histoires que nous avons, c'est celle de nos doctorants. Et c'était au tout début de l'aventure Cap Digital. C'était sur un projet qui s'appelait Info Magique, qui était porté par Thales et qui était sur tout ce qui était numérique pour l'information, aussi bien pour les textes, les images, les vidéos, etc. Donc c'était un gros consortium. Une part du travail se faisait sur l'indexation des textes. Et puis un demi-doctorant a eu une superbe idée. Voilà, il a pu l'expérimenter dans le projet, il a pu montrer que ça fonctionnait. Ensuite, il s'est dit, je mets ça, il n'y a pas de raison vraiment, que Thales l'ait. Il s'est dit, vaut mieux monter une start-up. Ce que j'ai regretté finalement, c'est que Thales n'ait pas été un financeur de cette start-up. Il a préféré agir de manière indépendante. Il a présenté son projet pour l'obtention d'un prix de l'innovation auprès du ministère de la Recherche et de l'Enseignement. Il a obtenu ce prix, il a obtenu 50 000 €, ils ont pu monter leur start-up, ensuite ils ont demandé à Paris Innovation un autre financement. Et puis maintenant, on a une société qui est en plein développement sur l'analyse sémantique des textes et qui régulièrement, depuis déjà 2 ans, fait des recrutements parmi nos étudiants. Voilà. Donc je pense que c'est une belle histoire. Des histoires comme ça, je n'ai encore que d'autres. Actuellement, on a... Oui, Canopé. Et ce qu'il faut dire également, c'est qu'il a participé au concours défi fouille de texte. Ça, c'était avant de monter sa start-up. Et puis, il est arrivé troisième. Il y avait d'autres laboratoires d'informatique. C'était un concours international. Et à ce moment-là, il s'est dit, ça se trouve, ce que j'ai trouvé, là, ça vaut quelque chose. Et ces concours sont très importants. Ça met à l'épreuve les choses qui sont développées. Ce qui est en cours, c'est sur un autre projet, 3DS. C'est sur la commande et sur des micro-caméras pour la télévision 3D. Et là, j'ai un de mes étudiants qui a inventé, parce qu'on a des oculomètres, il a inventé un système de commande oculaire. Voilà, dépose de brevets avec Binocle, voilà, qui est un des partenaires.
Et puis, ça se trouve, dans quelques temps, il y aura une 4e start-up. Voilà, donc ça, c'est un des cas de figure. Mais c'est un des cas de figure. Est-ce que vous voulez parler donc du second cas où l'initiateur est l'entreprise, hein? C'était ça le second cas peut-être? Alors, il y a un cas qui est un peu compliqué à la base, c'était le CEA qui s'occupe du réseau Neuroprion. Donc, vous savez que le prion, c'était la maladie de la vache folle. Et quand cette maladie est apparue, il s'est créé tout un réseau d'acteurs européens et même mondiaux pour justement travailler sur le prion et arriver à circonvenir cette maladie le plus tôt possible. Et donc, il s'est créé un réseau d'une cinquantaine d'organismes travaillant ensemble. Et le problème, c'est comment faire des téléconférences et en passant l'ensemble des firewalls, quels qu'ils soient, à travers le monde, avec des temps de latence très faible, et puis aussi des contenus indexés voilà, pour pouvoir fouiller l'ensemble du corpus qui a été produit pendant les conférences pour l'ensemble des gens qui aient pu assister à la réunion ou pas, et en téléconférence ou en présentiel. Et donc le CEA n'arrivait pas à trouver aucun produit sur le marché qui fonctionnait. Donc on a réussi à monter un projet qui s'appelait Encre, qui était financé aussi par la région Île-de-France, qui était là il y a 5 minutes, mais qui nous a quittés, et qui a pu... et donc il y a eu un gros projet collaboratif qui a été monté, avec notamment Faber Nevel qui était le porteur. Et à la fin, il y a eu une société en charge de commercialiser le produit, ça s'appelle Storms, STORMZ, et donc la start-up aujourd'hui diffuse ces innovations, et le porteur a été l'industriel, et l'industriel a recréé une autre start-up pour porter cette innovation qui n'était pas à 100% son cœur de métier, pour être sûr qu'elle puisse bien diffuser son innovation. Donc du coup, effectivement, ça nous amène à détailler un petit peu plus le troisième cas de figure, qui est donc celui où les initiateurs sont à la fois l'entreprise et le laboratoire, et où là, Cap Digital, comme d'autres pôles de compétitivité, mais ici Cap Digital, ont aussi énormément d'intérêt, enfin, notamment pour les projets type FUI. Peut-être on peut en dire un petit mot. Alors, des projets FUI, il y en a un certain nombre, qui sont les plus gros projets collaboratifs et le moteur des pôles. À ce jour, Cap Digital a 70 projets FUI financés, dont certains avec mes voisins. Et donc, on peut parler justement de quelque chose qui a été fait ensemble, le projet OpenHBB. Donc, OpenHBB, c'est toutes les interfaces de télévision connectées. Et ça intéressait beaucoup France Télévisions et le HD Forum. Et puis il y avait un laboratoire qui était l'Institut Télécom, qui avait commencé à travailler sur les protocoles OpenHBB et qui cherchait à monter un projet. Les deux se sont réunis, ont monté un très beau projet qui a permis une belle montée en puissance d'HBTV à l'intérieur de France Télévisions, et la création d'une souche pour tester les contenus, la cohérence des contenus. Donc je ne sais plus s'il y a eu une start-up créée dans ce projet, mais en tout cas, les start-up qui étaient les start-up françaises qui commençaient à travailler sur HBBTV à l'époque ont connu un fort développement depuis, par l'investissement facilité qu'elles ont eu sur ces domaines. Et aujourd'hui, on a plusieurs belles sociétés de 50 à 100 personnes en Île-de-France qui sont spécialistes du protocole HBBTV. Et je pense que ce projet en est bien... en était responsable. Et puis, donc France Télévisions, lui aussi, a acquis sa compétence sur la création des contenus HBBTV, et aujourd'hui, on diffuse pas mal. Voilà. Oui, donc peut-être qu'effectivement, ça peut être la transition toute trouvée avec notre deuxième partie, donc, qui s'intitule Présentation du LIFI.
je ne sais pas s'il faut dire Li-Fi ou je ne sais pas. Non, Li-Fi. Pardon? Oui. Donc nous avons d'abord monsieur, je ne sais plus votre prénom, je suis désolée, monsieur Fontaine, je cherche votre prénom, Bernard Fontaine. Pardon. Bonjour. Nous avons donc qui est en français, qui est manager d'innovation technologique. Oui, je suis directeur d'innovation en France Directeur Télévisions. d'innovation France Télévisions. Monsieur donc Cédric Mayer, qui est professeur à l'UVSQ, donc l'université Versailles-Saint-Quentin, et donc cofondateur et directeur général d'OLEDcom, Oui. dont vous allez nous parler. Et puis également à votre droite, monsieur Arthur Méran, qui est donc ingénieur innovation technologique, donc chez France Télévisions également. Et peut-être vous pouvez me parler du LiFi. Bon, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le LiFi? Je ne sais pas. Technologie. Alors là, vous avez une démonstration. Oui, donc le LiFi, effectivement, c'est une technologie sans fil. On aime, entre guillemets, vulgariser, c'est pas péjoratif, le LiFi comme étant le Wi-Fi, mais par la lumière. C'est-à-dire que demain, et aujourd'hui déjà, vous pouvez utiliser votre réseau d'éclairage pour envoyer des données numériques. D'accord, ce qui fait la même chose avec le Wi-Fi, mais par les ondes électromagnétiques, par radiofréquence. Là, vous le faites donc avec la lumière. Hein. Le plus simple, c'est effectivement que l'on voit une application. Vous avez par exemple une tablette avec une interface. Et lorsque vous positionnez cette tablette sous l'éclairage, vous déclenchez donc une information. Là, c'est une sorte de carte de visite, par exemple. Et lorsque vous déplacez sous l'autre éclairage, vous déclenchez donc une vidéo. Donc là, c'est une des applications de cette technologie. Puisque d'ailleurs si vous allez sur le stand de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, puisque c'est une technologie qui a été développée dans un laboratoire de l'Université de Versailles, on présente ce qu'on appelle du streaming audio, du streaming vidéo, et puis donc ce type de système qu'on appelle géolocalisation indoor ou information géolocalisée par la lumière, par votre réseau d'éclairage. Donc voilà. Il y a énormément de choses à dire, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez expliquer, je ne sais pas si on explique un petit peu la partie plus comment ça marche, que ça utilise le spectre visible, d'où la lumière. Voilà, le principe, c'est d'utiliser votre réseau d'éclairage. Donc en fait, qu'est-ce que l'on va faire? Vous savez, tout ce qui est informatique, au final, là aussi en vulgarisant, c'est une suite de 0 et de 1. C'est un système binaire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que vous éteignez une LED, c'est 0, vous l'allumez, c'est 1. Et une LED, on peut la faire commuter jusqu'à 1 milliard de fois par seconde. Donc ça veut dire qu'on peut faire passer des débits qui sont extrêmement importants. Sachant que la bande passante de la lumière visible est celle du terahertz. D'accord ? Je rappelle que le Wi-Fi, c'est 2,4 GHz. Donc potentiellement, la lumière visible est vraiment un moyen physique de faire passer une très grande quantité de données. Donc là, actuellement, évidemment, on ne va pas faire passer 1 gigabit par seconde, puisqu'en fait, il faut aussi que vous ayez des récepteurs et du matériel adapté pour recevoir toute cette quantité de données. Donc ici, actuellement, on est plutôt sur des applications qui vont consommer 1 mégabit ou 10 mégabits si on veut faire de l'Internet. Ou pour certaines applications professionnelles, on a besoin de faire par exemple de vidage de disques durs très rapidement. Là, on peut monter à 150 mégabits par seconde jusqu'à 15 mètres de distance. D'accord ? Donc voilà, donc ça ouvre effectivement, la lumière ouvre finalement un nouveau champ de télécommunications. La lumière visible, bien entendu, parce que la technologie est à peu près la même que celle qui a été utilisée pour tout ce qui était commande infrarouge, tout simplement, ou la technologie laser. La seule chose, c'est qu'avec la lumière visible, on aura donc une directivité plus importante. C'est moins directionnel il y a moins de problèmes d'asservissement comme on pouvait rencontrer avec la technologie laser. Donc voilà. Et effectivement, ce que vous proposez finalement, et notamment grâce à France Télévisions, c'est une réponse industrielle à du sans-fil green, en fait. Voilà, exactement. Après, on peut demander effectivement à France Télévisions pourquoi est-ce que... alors, pour la petite histoire, donc c'est vrai que
le débat qu'on est en train de faire, finalement, ça suit bien la première partie de ce débat, puisque, comme je l'ai dit, OLEDCom, c'est vraiment une émanation d'une recherche, d'un laboratoire. Et on est 2 enseignants-chercheurs de ce laboratoire qui avons justement voulu extérioriser finalement cette technique, cette technologie, je dirais, à l'extérieur, au grand public, au secteur professionnel. Donc on a créé la société. Et puis, évidemment, on a rencontré France Télévisions, c'est même eux, France Télévisions, qui sont venus nous voir. Et il y a eu ce partenariat. Et donc là, je vais laisser la parole à mon ami Bernard Fontaine pour expliquer justement quel était l'intérêt au final pour France Télévisions d'une telle technologie pour le système, pour le média. Oui, c'est un concours de circonstances. On a de plus en plus l'habitude, et vraiment je m'en réjouis, de collaborer avec des chercheurs, avec des universitaires français ou d'autres pays, parce qu'on collabore également avec d'autres pays sur pas mal de sujets. Et concernant précisément le dossier LIFI, il s'est présenté à nous au mois de novembre. Ce dossier-là, nous étions sollicités pour participer au salon le Web 12, qui a lieu tous les ans à Paris, qui est un salon international de l'Internet et de tout ce qui gravite autour de l'Internet. C'est organisé par le franco-américain Loïc Lemer, qui tous les ans réunit 3000 personnes pour parler de ces sujets-là. Et nous sommes partenaires de cette conférence. Nous, France Télévisions, avec un stand. Sont présents également des grandes enseignes, Orange est présent, Google, enfin pas mal de sociétés sont présents en marge de cette conférence pour présenter ce qu'ils souhaitent présenter. Nous, en tout cas, l'an passé, en décembre 2012, ce salon étant placé sous l'angle des objets connectés à Internet, ce challenge. Quand on vous dit au mois de novembre, il faut présenter les objets connectés à Internet et vous avez 1 mois et demi pour présenter quelque chose, vous dites, je vais présenter quoi en gros? Je ne vais pas présenter un ordinateur, une tablette, etc. C'est du archi déjà vu, je vais essayer de présenter des choses originales. Mais au-delà de présenter des choses originales, nous nous sommes dit, on aura forcément des questions du public visitant, qui est un public de passionnés de technologie, qui va entendre le sempiternel, il y aura 10 millions, 50 millions, 100 millions d'objets connectés à Internet d'ici 10 ou 15 ans ou 20 ans. Comment ça va marcher tout ça? Bon, et nous, en tant que scientifiques, ingénieurs et personnes responsables de cet avenir technique, nous nous sommes dit, évidemment, ces questions-là sont embarrassantes. D'autre part, on aura également d'autres questions aussi, peut-être de nature scientifique ou de nature plus ésotérique. Est-ce que toutes ces ondes vont permettre la prolifération de ces objets numériques connectés à Internet sans danger pour la santé ? Aujourd'hui, vous avez la trouille de votre iPhone ou de votre tablette ou de votre Freebox à la maison, mais quand vous aurez tous vos objets connectés, vos plantes vertes, vos vêtements, etc., la question se posera peut-être. Et au vu de cette réflexion que nous nous sommes posée, je me suis dit, je connaissais quelques balbutiements de la technologie LiFi, parce que je ne connaissais personne en France qui travaillait sur cette technologie, et en cherchant, je m'apprêtais à inviter, pour nous aider à présenter l'intérêt et les vertus de la transmission numérique via de la lumière pour répondre à ces questions-là, à contacter les sociétés à l'étranger. Et le hasard a fait que j'ai appris que nos amis de l'université de Versailles travaillaient sur ce sujet-là. J'ai pris ma voiture et le lundi matin, j'étais chez eux et j'ai assisté à une démonstration. Et j'ai eu la chance de voir qu'aux portes de Paris, des ingénieurs avaient, au-delà travaillé plusieurs années sur cette technologie-là, avaient monté une société et donc avaient des produits commerciaux démontrables. Donc on a associé à OLEDCom à notre stand pour présenter l'intérêt de cette technologie-là dans des use cases et vraiment des cas d'usage très concrets de la vie courante. Donc une lampe, un lampadaire comme celui-ci capable de transmettre des programmes de télévision, une tablette numérique accédant à nos services de télévision de rattrapage, enfin différents cas que tout le monde a compris avec la démonstration, les journalistes spécialisés ou les blogueurs, enfin tout ce public fréquentant ce salon a instantanément compris l'intérêt. La contrepartie pour OLEDCom, mais contrepartie heureuse, c'est que ces démonstrations ont fait naître je ne vais pas dire une surmédiatisation, mais une médiatisation extrêmement importante sous les feux des projecteurs que nous représentons en tant que médias. Ça leur a valu le 20h de France 2, par exemple, chez nous, qui n'était pas du tout prévu, je tiens à le dire, mais l'intérêt de cette techno de rupture pour dire un jour, on transmet des données numériques sans 3G, sans 4G, sans Wi-Fi, sans rien, uniquement avec des lampes qui éclairent votre salon, ça méritait un sujet journal de 20h. Et ils ont eu le journal de 20h, et depuis, et j'en suis ravi pour eux, le téléphone n'arrête pas de sonner, et surtout leur start-up a pris un essor incroyable. Ça, c'est l'histoire. Comment ce LiFi a été présenté, comment ce LiFi a été médiatisé, et comment surtout ce LiFi, dans nos métiers à nous de broadcasters et de diffuseurs de contenu, nous donne des réponses là où nous n'en avions pas. Ces problématiques relatives à la santé, ces problématiques relatives à l'élargissement de la bande passante nécessaire à transmettre des données numériques,
la qualité de nos programmes, la qualité de nos images, l'arrivée de la haute définition. Nous commençons à travailler sur l'ultra haute définition qui va nécessiter elle aussi d'avoir des bandes passantes beaucoup plus larges. Et si vous vous projetez dans un avenir de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans ou 20 ans, ça sera banal chez vous tous et toutes. Vous aurez des écrans de télévision de très haute qualité qui nécessiteront de plus en plus de bandes passantes. Et vous aurez peut-être envie de les connecter sans fil. Et je souhaite que cette technologie, si elle tient les promesses qui sont celles d'aujourd'hui, elle puisse permettre à notre public, donc à nos téléspectateurs, de se connecter d'une façon très simple, sans aucun fil et sans aucune onde radio dans leur domicile, grâce à des techniques comme celle-ci. D'autres secteurs de l'industrie, on présentera, je pense, probablement prochainement, à l'occasion de Roland Garros, d'autres projets liés au LiFi, à l'intégration du LiFi dans d'autres secteurs industriels qui touchent le grand public, hein, des secteurs très simples et surtout des cas d'usage très simples pour le public qui démontreront également l'intérêt de ces techniques-là pour nous. Alors, pour faire le lien avec mes voisins de gauche, quand on a dit tout ça, on se dit il manque des éléments. Il manque des éléments, c'est-à-dire les éléments, c'est d'essayer de trouver également au travers des travaux scientifiques, des illustrations pratiques de l'intérêt industriel de ces techniques-là, c'est de monter après des projets. On a été pas mal sollicités par différents industriels pour dire écoutez, nous on serait intéressés pour monter des projets qui auront besoin d'un financement. Et là, on se retourne vers, et on a cette chance également d'avoir ces entités, ces structures qui sont prêtes à écouter ces projets-là, qui sont aussi prêtes à écouter des projets qui sont aussi des vrais projets innovants. Quand je dis des projets innovants, ce n'est pas le énième projet pour une tablette ou pour un téléviseur ou pour ça. Ce sont des projets qui sont des projets de rupture, qui vont d'une façon très, très opportune utiliser des techniques, les mettre en pratique, et éventuellement, et ça c'est tout l'enjeu et tout le bonheur je souhaite à ces sociétés-là, c'est de faire du business, de créer des brevets et de faire des richesses et de créer des emplois derrière tout ça. Et ça, bien au-delà des mots, on est dans la réalité pratique. On a des cas d'usage et certains projets qui sont aujourd'hui sur le feu parce qu'ils ne sont pas encore décidés totalement, qui vont être liés à l'utilisation pratique de ces techniques LiFi dans le cas de projets qui seront des FUI ou des projets qu'on présentera soit dans le pôle image et réseau, soit dans le Cap Digital, qui tiendront part de l'intérêt de ces nouvelles techniques dans nos industries respectives. Et je parle bien d'industries parce que ce sont des industries respectives entre ce que nous faisons chez nous à France Télévisions ou ce que nos confrères de Letcom font ou d'autres industriels avec lesquels nous travaillons qui s'intéressent par ça. On a chacun des industries différentes, mais les points communs, les traits d'union entre elles sont assez faciles à trouver quand chacun voit son intérêt sur du moyen terme, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans. Donc effectivement, un bel exemple de collaboration vertueuse. Peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont, parce qu'en fait c'était une technologie de rupture, clairement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les verrous technologiques que vous voyez encore qu'est-ce que ça va générer? Alors, en soi, il n'y a pas réellement de verrou technologique. D'accord. C'est beaucoup plus c'est-à-dire qu'en fait, il faut plus définir maintenant les cas d'usage, donc les applications, et ensuite, après, adapter la technologie à ces applications. Actuellement, on est plus dans cette phase-là. Ensuite, bien évidemment, là je reviens sur la vie d'une société. Bien évidemment, le but de la société, c'est qu'elle vive, qu'elle grossisse. Donc il faut effectivement trouver des marchés qui sont preneurs dès le départ, très rapidement. Donc on se concentre là-dessus tout en continuant à développer l'innovation. Et cette innovation, effectivement, on la développe en partenariat avec notre université. Donc ça fait effectivement une symbiose qui marche bien, qui marche très bien. Et donc, et puis en plus, après, on a cette histoire de communication que l'on a bien évidemment en partenariat avec France Télévisions. Donc maintenant, les verrous technologiques, ça va être plutôt de diffuser la technologie pour que finalement tout le monde connaisse cette technologie-là et qu'après, il y a un besoin, au final, on crée le besoin d'utiliser cette technologie. On peut imaginer que dans les municipalités, maintenant, où on ne va pas utiliser le Wi-Fi parce que pour les crèches, pour les écoles, pour les bibliothèques, eh bien, on va remplacer au final le Wi-Fi parce qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser par du LiFi. Donc, vous voyez, ce sont des cas d'usage. Ces cas d'usage vont évidemment entraîner des applications bien différentes avec effectivement à ce moment-là des petits problèmes techniques, on va dire, pour adapter la technologie dans le lieu où on va le faire. Et donc, ça va être ça. Donc, ce n'est pas véritablement des verrous technologiques où on dit on ne sait pas, on va encore attendre 3 ou 4 ans, mais plutôt utiliser les cas d'application et puis après regarder comment est-ce qu'on va faire. Donc voilà. Oui, vous voulez le micro? On vous entend. Bonjour, donc merci de votre venue. J'avais une question là par rapport à votre
bonjour, merci de votre présence ce soir. Oui, j'avais une question là, pratico-pratique sur votre technologie. Bon, par exemple, on utilise tous des ordinateurs domestiques en Wi-Fi dans à peu près tous les foyers. Où en êtes-vous de vos discussions avec les fabricants d'ordinateurs? Enfin, en quoi est-ce que la technologie que vous l'IFI est compatible? Quand est-ce qu'elle le sera? Ou comment est-ce que vous vous y prenez avec les fabricants d'ordinateurs? Alors pour le moment, je dirais qu'on est en contact. On ne va pas dire qu'on s'y prend avec eux. Pourquoi? Parce que c'est un peu le... Ah bon, d'accord, très bien, la technologie Wi-Fi, on la comprend bien. Effectivement, on peut très vite fait l'adapter à nos computers, que ce soit des tablettes ou des PC, mais où est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce qu'au final, vous avez besoin de votre réseau d'éclairage. Réseau d'éclairage, au départ, quand on va les voir, ils nous disent « mais au final, qui peut utiliser le Li-Fi ?» Ah oui, il faut des tablettes adaptées. Donc c'est vrai que c'est un cercle. On a quand même réussi à rompre ce cercle vertueux en disant aux éclairagistes « oui, mais on va trouver des cas d'application où au final... on peut installer un réseau d'éclairage Li-Fi sans que vous ayez besoin d'avoir votre tablette ou que vous ayez besoin tout simplement de computer. Et là, le cercle est cassé. Et là, on commence la chaîne. Et à présent, maintenant, on a ce genre de constructeurs qui viennent nous voir en disant ça nous intéresse parce qu'effectivement, on a un grand de l'éclairage qui commence à s'intéresser à cette technologie-là. Après, l'adaptation de la technologie sur des tablettes, finalement, elle existe déjà. Demain, si un grand opérateur, que ce soit, sans les citer, mais bon, Apple ou bien Samsung ou Arcos, si on pense au niveau national, ont déjà ce qu'il faut dans leur tablette. D'accord ? C'est simplement des adaptations de hard, comme on dit, ou de soft à faire pour que la technologie soit déjà en marche. Donc là, vous voyez, notre angle d'attaque était véritablement d'abord d'aller voir les éclairagistes, et ensuite, après, c'est les fabricants de tablettes. Et après, au-delà de ça, ça va être les opérateurs téléphoniques qui viendront nous voir pour justement, finalement, installer des box avec un réseau Li-Fi, typiquement. Peut-être également pour préciser, enfin pour compléter, on peut dire que la technologie Li-Fi est un standard, donc standard international comme le Wi-Fi, est également poussé fortement par Intel, qui est la société qui a permis le fait que le Wi-Fi soit dans tous les PC à l'heure actuelle, parce que c'était dans le reference design, donc le statut de base pour faire un ordinateur portable. Quand c'est sur un processeur Intel, on demande à Intel quels sont les prérequis, et ça fait partie du fait que la technologie avance et qu'il y a des grosses sociétés qui soient sponsors de cette technologie, et du fait que ce soit un standard fait que n'importe quel équipement Li-Fi est compatible avec un autre Li-Fi, et ça c'est très important. Ce standard d'éclairage existe déjà, on peut déjà ou pas? Oui, on peut aller chez... Oui, le standard Li-Fi, c'est le standard I3E 802.15.7. Donc demain, vous pouvez développer du Li-Fi en appliquant ce standard. D'accord ? C'est vraiment un standard international. On a participé à la création de ce standard. Il a été adopté en juillet 2011 aux États-Unis pour 4 ans. Et comme a dit mon collègue Arthur Méran, donc c'est véritablement un standard qui a été, dont les fondateurs, c'était vraiment Intel, mais aussi Apple. Pour leur câble Thunderbolt. D'accord. Donc voilà. Et la standardisation a évidemment ce côté rassurant. Tout à l'heure, on parlait d'HBB-TV, parce qu'on est co-auteur du standard HBB-TV. On y a travaillé pendant des années pour faire en sorte que tous ces téléviseurs puissent comprendre les données numériques envoyées sans finalement imposer aux consommateurs d'acheter une marque précise de téléviseur. Donc le standard, on le voit sur la télévision, a contribué énormément au succès de ce standard pour la télévision. Et sur l'autre sujet qui est le Li-Fi, c'est la même chose. C'est le côté rassurant d'un standard. Vous allez acheter une ampoule chez Ikea le dimanche ou le samedi en faisant vos courses, vous la branchez, et quand elle sera écrite Li-Fi compatible, vous saurez qu'elle saura envoyer des données à votre tablette. C'est le côté extrêmement rassurant du standard. Ça sort le dossier de la connotation propriétaire, parce qu'il existe des technologies très voisines du Li-Fi, la technologie VLC, qui elle est propriétaire. Et donc un industriel va dire je fais parler ma lampe avec une tablette, mais ça reste propriétaire. Alors que le Li-Fi, lui, il a cette vertu de la standardisation. Et aussi sur ces différents points, je pense que c'est aussi une réponse. Tout à l'heure, je parlais des cas d'usage dans un foyer pour ce côté green et ce côté très sain d'envoi de données via des moyens numériques lumineux, c'est le cas de le dire. L'avantage également, c'est
c'est de donner des réponses, j'en parlais avec les équipes de l'ADCOM l'autre jour, à des gens qui se posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse technique dans l'état de l'art des technologies inventées sur la planète, en disant voilà, j'ai besoin d'Internet dans mon entreprise, ou j'ai besoin d'Internet dans mon école, j'ai 30 enfants qui sont dans ma classe, je n'ai pas le droit de mettre du Wi-Fi, mais j'en ai besoin dans mon job d'enseignant. Comment je fais ? Ben, il ne sait pas faire, l'enseignant, il n'a pas de réponse. Alors vous aurez des discussions, vous aurez les scientifiques qui vont vous dire mais c'est pas dangereux, d'autres qui vont dire peut-être il y a un risque, devoir de précaution, etc. En tout cas, il n'y a pas de réponse. Donc je pense que ce secteur industriel est un secteur industriel extrêmement intéressant. En tout cas, c'est le seul, à ma connaissance, qui donne une réponse à l'introduction de techniques numériques sans fil dans des lieux qui sont contraints, le transport. Imaginez dans un bus, un train, voire un avion où c'est encore plus contraint pour d'évidentes raisons de sécurité. Vous avez des lampes au-dessus de la tête, vous les allumez et vous recevez des données via ces liseuses au-dessus de vos têtes. Donc vous avez des vraies réponses. Et si ces réponses existent, c'est là où le marché peut exister et où l'industrie peut s'emparer, donc Philips, Osram, enfin des grands fabricants de l'éclairage, vont se dire il y a un business, donc il y a un intérêt commercial à mettre la puce Intel, si Intel développe et intègre ce protocole Li-Fi dans des douilles de ces ampoules d'éclairage LED, et font en sorte que le business se développe pour des industriels, parce qu'il y a une demande et il y avait une absence de réponse d'un produit technique inventé par le génie humain. Voilà, tout simplement. Charles, tu voulais ajouter ? Oui, deux questions, parce que je trouve ça absolument passionnant. J'en avais entendu parler, mais je m'étais jamais réfléchi comme ça. Mais deux questions sur le faire de l'ombre. Est-ce que vous vous en servez ? Est-ce que ça peut être une commande ou je sais pas quoi ? Hein, parce que là, il y a possibilité de faire de l'ombre. Voilà. Puis la deuxième, à quand le soleil Wi-Fi ? C'est pas le soleil Li-Fi n'est pas un rêve. Puisque là, on a déposé un brevet justement où on peut utiliser effectivement, on n'utilise pas réellement, mais disons que voilà, il y a une technique pour effectivement transformer la lumière. De toute façon, c'est assez simple. Je vous l'ai dit, hein, on éteint une lumière, c'est 0, vous l'allumez, c'est 1. Vous obturez la lumière du soleil, c'est 0, vous la laissez passer, c'est 1. Donc après, c'est un problème de matériaux en tant que tel. Quel est le matériau qui va permettre de faire cette commutation à très haute fréquence. Voilà. Mais sinon, votre réponse, vous voyez, vous l'avez déjà. À votre question, on a déjà la réponse. D'accord ? Donc voilà. Après, est-ce qu'on peut faire du Li-Fi éteint, la lumière éteinte ? Si c'était ça. Donc, utiliser l'ombre, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, parce que là, je vais faire de l'ombre. Oui, hein, soit comme système de commande, enfin bon. Oui, la technologie aussi, c'est la même. Là, il y a la possibilité de faire de l'ombre. Oui, on peut faire de l'ombre, oui, tout à fait. Oui. Donc, oui, bien sûr. Oui. D'autres questions ? Oui. Une question, quand si l'application de cette technologie Li-Fi sera généralisée, est-ce que tous les tablettes PC, le système de tous les PC doit être modifié, doit changer, ou bien avec un système d'adaptation? Actuellement, bien sûr, on a un système d'adaptation, hein, puisque ici, sur cette tablette, vous voyez, on a un petit récepteur qui est sur une prise jack, effectivement, donc qui est déjà qui va se brancher sur n'importe quel type de prise audio, et qui fait que la technologie, on peut la recevoir. Demain, ce récepteur, c'est tout simplement une petite cellule photodiode. Hein, vous savez, c'est les obturateurs, c'est pour permettre de régler la luminosité sur vos éclairages. Hein, c'est une petite cellule photoréceptrice. C'est typique, c'est ce qu'on utilise, nous, pour faire marcher comme récepteur. Donc la cellule photoréceptrice, elle existe déjà sur tout ce qui est smartphone et certaines des tablettes. Donc demain, incorporer cette cellule-là sur n'importe quel type de device, que ce soit un PC, un portable ou une tablette, n'est pas en soi un problème pour les constructeurs. La seule question, c'est lorsque vous allez voir un constructeur pour leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez mettre ce type de cellule dans votre tablette, il va vous dire, demain, vous allez vendre combien de tablettes comme ça. Si vous lui dites que c'est 200, non. Vous allez le voir quand, à la limite, vous arrivez à 100 000 pièces. Et encore, il ne va pas modifier une chaîne de production avec 1 million de pièces, ok, il va réfléchir. Donc aujourd'hui, on passe par ça.
Et effectivement, quand on aura atteint une certaine maturité de marché, à ce moment-là, effectivement, les constructeurs viendront directement. Mais pour vous dire, quand je vous dis qu'il y a des constructeurs qui s'intéressent, oui, on a déjà eu un grand constructeur coréen qui tape à la porte pour essayer de faire des prototypes, mais même une société française en composants électroniques qui font aussi des smartphones, qui viennent commencer déjà à voir pour être en avance de phase et être les premiers après à commercialiser. Donc, ils s'en intéressent, ils regardent de près, mais voilà, pour que lorsque le marché est prêt et mature, à ce moment-là, ils savent le faire tout de suite. Ok, merci. Là, en fait, cette technologie, on l'a entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais maintenant, le recherche, ça a l'air déjà avoir une certaine maturité. Là, l'avantage de l'IFI par rapport au Wi-Fi, il me semble, c'est le début de collection des données. C'est beaucoup plus important que Wi-Fi, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a les contraintes pour cette technologie? L'avantage, bien sûr, là, je parle du début des données. Est-ce qu'il y a contrainte, par exemple, la lumière? Tout à l'heure, on parle de lumière. Si tout le monde utilise ce système, est-ce qu'il faut avoir, mais pour l'instant, je ne vois pas d'avoir lumière particulière. Hein. Est-ce qu'il pourra avoir certaines contraintes, par exemple, toutes les sortes de contraintes, la lumière, je ne sais pas, est-ce qu'il y a contraintes pour utiliser cette technologie? Alors après, disons que, imaginons qu'ici, on ait tout un système d'éclairage LiFi. On sera comme des routeurs Wi-Fi. Chaque lampe est comme un routeur Wi-Fi. D'accord ? Donc en fait, voilà. Après, il pourrait y avoir effectivement ici, à ce point-là, parce que tel exposant aura demandé à avoir un propre réseau, etc. Mais au-delà de ça, si vous voulez, je dirais, c'est nos amis informaticiens qui vont régler parce que effectivement, le computer, la tablette va pouvoir recevoir peut-être plusieurs réseaux LiFi, mais c'est après au niveau informatique qu'on va gérer, comme on gère sur un portable Wi-Fi. Si vous ouvrez votre portable, je suis certain qu'on va détecter plusieurs réseaux Wi-Fi, y compris ceux qui ont mis leur smartphone en mode de connexion, etc. Donc après, ce sont des couches en informatique qui va gérer tout simplement. On dit, bon, il faudra se focaliser sur tel type de réseau. D'accord. Après, la grosse contrainte aujourd'hui, c'est si vous éteignez votre lumière. Voilà. D'accord. Mais si... voilà. Après, sinon, on utilise la lumière invisible, comme je l'ai dit. Voilà, exactement. Alors, bon, voilà. Après, mais voilà, en soi, en termes de contraintes, maintenant, si, imaginons qu'on ait un gros éclairage ambiant et puis qu'il n'y a qu'un éclairage LiFi qui est peut-être un peu plus faible, là, c'est pareil, ce sont ici, au niveau des récepteurs, il y a ce qu'on appelle des amplificateurs, des composants électroniques qui vont permettre d'atténuer finalement le bruit de fond pour refaire sortir le signal. Donc actuellement, réellement, on n'a pas vu de contraintes puisqu'on a fait des essais vraiment en milieu urbain, en plein jour, dans des systèmes comme ici où il y a beaucoup d'éclairage, plus éclairage LiFi. Je vous dis, bon, voilà, les problèmes, c'est des problèmes de hard, mais ça a été réglé en réalité. Avec cette technologie, la connexion Internet doit être toujours sous lumière. Oui, je peux bien dire sûr. Oui, tout à fait. Là, si vous voulez, sur la partie Internet, bon, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'Internet point à point. Donc vous avez un routeur, votre Internet arrive, et puis vous avez un point lumineux qui diffuse la lumière. Donc c'est du point à point. Là, ce n'est pas tellement un problème. Le problème va venir lorsque, effectivement, vous aurez un réseau de ce type-là, un grand open space, un grand bâtiment, où finalement vous aurez plusieurs points lumineux. Et là, en fait, on fait intervenir ce qu'on appelle tout ce qui est protocole Ethernet. Et après, effectivement, il faut qu'il y ait une discussion entre ce protocole Ethernet et la discussion entre le protocole LiFi. Donc il y a des passerelles à faire, il y a des gestions de passerelles, mais là c'est vrai que ça dépasse un petit peu je dirais le périmètre de notre société, mais on travaille, on commence à être en discussion avec des gens comme Cisco, avec des gens comme HP, et puis aussi avec les opérateurs, pour justement de faire cette harmonisation. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on est vraiment allé voir les éclairagistes, et maintenant ce sont les opérateurs qui viennent nous voir, parce qu'effectivement aujourd'hui vous avez de la 4G, mais au final dans 3 ans, la consommation de données est tellement grandie tous les ans de plus en plus que demain même la 4G ne sera pas suffisante. Donc qu'est-ce que ça va être la 5G ? J'imagine que la 5G, c'est de la 4G avec des technologies alternatives complémentaires, et le LiFi peut très bien être cette technologie complémentaire. D'accord ?
Une autre dernière question. Maintenant, comme vous avez, si je comprends bien, vous avez déjà cherché l'application des usages avec Française Télévisions. Est-ce qu'on pourrait dire là, la technologie, la recherche dans votre université, parce que nous, on déjà, je pense, moi je suis dans l'automobile, on essayait de travailler, on a travaillé avec votre université. Là, la recherche dans votre université, on pourrait dire que c'est déjà maturité, parce que tout à l'heure, vous avez déjà eu la société pour commercialiser ce produit, le produit avec cette technologie. Est-ce que ma question, c'est que la technologie, votre recherche, votre recherche sur cette technologie est déjà maturisée? Oui, ce qu'on a développé, donc maintenant ça fait 4 ans sur lequel on travaille sur cette technologie. On travaillait d'abord sur du bas débit. Et le bas débit est déjà mature, puisqu'on commercialise déjà ces solutions. On a vendu à des sociétés qui ont besoin, par exemple, de faire de la géolocalisation en intérieur de bâtiments, puisque maintenant, vous pouvez utiliser votre réseau d'éclairage à l'intérieur de tables d'infrastructures pour se géolocaliser très facilement. Donc, cette partie-là, oui, elle est mature et commerciale. D'accord ? Par contre, évidemment, quand je vous ai parlé des passerelles pour faire de l'Internet, haut débit, bidirectionnel, là, on continue à travailler avec notre laboratoire de recherche au sein de l'université pour que demain, OLEDcom commercialise ce qu'on est en train de faire actuellement au niveau du laboratoire de recherche. Voyez. Encore une question. Pour l'application sur l'automobile, vous avez tout à l'heure, on a déjà eu de discuter, ça pourrait, à votre avis, ça pourrait être utilisé, appliqué facilement ou beaucoup plus avantageux par rapport maintenant IHM, d'autres choses, d'autres systèmes. Bon, c'est la technique. Non, je peux répondre très rapidement. Les applications, il faut savoir que nous, on a commencé à travailler sur la technologie LiFi pour le secteur de l'automobile. Tout simplement pour faire de la communication véhicule. Vous savez, les véhicules qui se suivent les unes derrière les autres, où on utilise le réseau d'éclairage à l'aide des véhicules pour faire ce genre de choses. C'est la première application. La communication entre, par exemple, un feu de stop et un véhicule, c'est-à-dire que vous savez, maintenant, les feux de stop sont tous à LED. Donc, quand le feu passe au vert, eh bien, ça va redémarrer le moteur automatiquement, donc sans que le conducteur ait besoin d'appuyer. Donc, on peut utiliser très bien la technologie LiFi pour faire ce genre de choses. Donc, on a commencé comme ça. Après, on est allé vers l'intérieur du véhicule. Donc, avec l'utilisation des liseuses, tout simplement pour envoyer de la vidéo sur un appui-tête arrière où il y a un écran. Donc, on a vraiment démarré, je dirais, le LiFi pour le secteur de l'automobile. Et après, on a monté la société pour externaliser le LiFi en dehors du domaine de l'automotive. Les voitures ne sont pas équipées parce qu'il faut bien voir une chose. Le domaine, je pense qu'elle est bien. Pour tout ce qui est IHM, pour le moment, il n'y a pas de LiFi dans les véhicules. Il faut bien comprendre une chose. Dans le secteur de l'automobile, introduire une nouvelle technologie dans le secteur de l'automobile prend quand même un certain nombre de temps. Il faut savoir que la technologie LiFi, nous, on a commencé les travaux il y a 4 ans. Donc voilà, donc demain, ça viendra. Aujourd'hui, ça y est pas. Et je pense qu'on peut attaquer le secteur automobile par ce qu'on appelle de la seconde monte, c'est-à-dire des installations que vous allez ajouter, vous, mais avant qu'on ait du LiFi réellement en première monte, à mon avis, là, je pense que Madame est peut peut-être plus répondre, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'une technologie immanente d'un laboratoire ou immanente d'une start-up peut être introduite dans une voiture. Je pense que le temps est assez important, à mon avis. Mais ça, peut-être on a pour rebondir sur votre question et votre métier, nous, en tant que chaîne de télévision et intéressés par cette technologie-là pour des usages de notre industrie, l'industrie automobile nous intéresse beaucoup. C'est un secteur, je veux dire qu'il était oublié de nos médias, en tout cas il n'était pas oublié de la radio, parce que la radio dans la voiture, c'est le secteur d'excellence de la radio, en tout cas pas de la télévision, ou des médias utilisant de la vidéo. Donc nous on a regardé ça de près, et nous nous sommes dit qu'avec le LiFi, on avait là aussi des réponses. J'espère qu'une de ces réponses, une première démonstration, on les fera. Je vous invite à revenir nous voir dans 2 mois, au moment de Roland Garros.
Et là, vous aurez peut-être une démonstration concrète d'une démonstration d'une technologie type Li-Fi pour transmettre des contenus dans une voiture. Secteur automobile vraiment visé pour des raisons à la fois techniques, à la fois d'intérêt, de cas d'usage aussi, de santé. Je reviens à nouveau sur l'histoire de santé dans les voitures, où les fabricants de voitures sont très timides à mettre du Wi-Fi dans un habitacle, se retrouver après avec des interdictions d'utiliser le Wi-Fi pour des raisons de santé. Et là, le Wi-Fi nous offre un intérêt. Je vous donne un exemple très concret. Votre voiture, vous projetez un petit peu dans l'avenir. Votre voiture électrique, par exemple, vous allez la charger chez vous pendant 8 heures. Eh bien, pendant 8 heures, on peut en faire une foule de choses pour charger des données numériques dans la voiture. Vous partez en vacances, vous partez de Paris, vous allez à Bordeaux. Eh bien, nous avons un contenu qui va vous aider à partager ce transport entre Paris et Bordeaux. Vous avez 3 ou 4 heures de voiture. Et sur les appuis-têtes arrière pour les enfants ou pour les passagers de la voiture, on peut transmettre des données. Donc nous, Francision, mais pareil pour d'autres confrères également, le jour où tout ça sera en service. Donc votre voiture, elle fait le plein d'électricité et en même temps, elle fait le plein de médias. Voilà. Donc les phares de la voiture, les récepteurs à LED, les phares équipés, les phares à LED ou les photodiodes équipés dans les phares de voiture vont recevoir les données dans votre garage. C'est votre serveur, lui, branché en Ethernet ou avec une technique domestique qui recevra ces données-là. La voiture fera ce plein de données numériques, en plus du plein d'énergie. Et ensuite, durant le trajet, là où vous n'avez pas le service et vous ne l'aurez pas avant des années d'avoir aucune rupture de service sur une autoroute avec un lien télécom, votre voiture aura fait le plein de données numériques. Voilà un exemple concret utilisable dans l'industrie automobile, utilisable dans l'industrie du transport, les cars, les bus ou les trains. Là aussi, il y a des secteurs entiers de cette économie qui peuvent naître de l'intérêt où seule l'imagination, en gros, limite le nombre d'usages et le nombre d'idées que l'on peut avoir pour faire ça. Voilà, un usage concret sur l'automobile au-delà des aspects diagnostiques et autres usages liés à la sécurité intervéhicule. D'après ce que vous avez dit, ça veut dire pour le véhicule, par exemple, si je peux dire pour le véhicule professionnel, c'est très utile pour le travailler, pour le véhicule, par exemple, privé, souvent pour les vacances, toutes les informations. Oui, là, je comprends. Là. En parlant, je pense une autre question, ça veut dire, avec cette technologie, est-ce il faut penser la conduite à la nuit, dans la nuit? Est-ce que comme il n'y a pas de lumière, il y a des lumières très faibles, ça peut servir? Oui, on peut utiliser tout simplement des éclairages. Il y a quand même de l'éclairage, hein, même la nuit. Au contraire, dans la nuit, la voiture, il y a des éclairages. D'ailleurs, vous aurez toujours l'éclairage, un éclairage rouge, ambiant, au niveau de l'ordinateur, tableau de bord, etc. Et cet éclairage-là, surtout la LED rouge, est suffisante pour envoyer l'information. Donc oui. Derrière. Merci. Je vous invitais à Roland Garros. Hein. Je vous invitais à Roland Garros. D'où est venue l'idée? Alors, vous voulez la réponse officielle? Officielle, en fait, c'est un projet FUI, justement dans le cadre d'un pôle de compétitivité Moveo. Ça, c'est officiel. Officieuse, c'est souvent, des fois, vous savez, les idées viennent dans la vie de tous les jours. Et en l'occurrence, chez soi, à la maison, ou quand on va avoir un enfant qui va bientôt naître, et puis on a besoin d'un réseau parce qu'on veut faire de l'internet, de la maison être mobile, et puis que votre femme vous dit là aujourd'hui, attends, non, on va pas mettre du wifi à la maison, on va avoir un bébé, en plus notre maison est petite, t'as déjà vu tous les réseaux wifi qu'il y a, tu vas pas me rajouter ça en plus à la maison. Voilà. Et puis après, effectivement, on est en chercheur, on se gratte un petit peu la tête, comment on peut faire, etc. Voilà, ça c'est la réponse entre guillemets officieuse. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Merci beaucoup.